On enchaîne avec Raphaël. Tu veux enchaîner parce qu'on a Étienne Chouard qui va nous rejoindre d'ici une vingtaine de minutes. Exactement. Donc il faut qu'on fasse vite. Mais en tout cas, on ne déroge pas à la règle. Cette fois-ci encore, la chronique géopolitique avec Raphaël. Comment vas-tu ? Salut Raphaël. Très bien, merci, et vous ? Ça va. Salut. Salut. Ça va. Vous recevez le grand Étienne Chouard ce soir ? Tout à fait. Que je salue. Eh oui. Pour nous faire une petite leçon de constitution. Tu passes Facebook, juste avant, t'as la pression. Et Facebook me rappelait tout à l'heure que, comme il propose, vous aviez publié ça il y a 10 ans, il y a 12 ans. Et ben là, c'était quand j'étais au mouvement des Indignés, donc ça ne nous rajeunit pas, au tout début du cercle des volontaires, c'était en janvier 2012. Et voilà, je partageais un lien vers un groupe de travail des Indignés en faveur d'une constituante. Les précurseurs bien plus tard ont effectivement repris l'idée d'une constituante et surtout du RIC. Mais déjà en 2011-2012, les Indignés de l'époque, c'est Indignados en Espagne, Occupy Wall Street aux États-Unis. Exact. Et les Indignés en France. Merci pour ce petit rappel, parce que c'est vrai qu'il y a eu tous ces mouvements qui n'ont pas réussi leur coup, mais qui ont le mérite d'exister. Alors les Indignés, pas complètement, parce que les Indignés, il y avait eu, ça a donné Podemos derrière, si je me trompe pas, en Espagne, alors qui est pas forcément, ça a pas fait une révolution. Je sais pas comment on pourrait dire historique. Non, c'est quand même historique ce qu'a fait Podemos. C'est quand même un énorme truc. Oui, voilà, c'est une force politique importante en Espagne aujourd'hui, Podemos. Ça a donné après, j'allais dire. C'est une vraie alternative par rapport au reste, quoi. Non, mais après, ça a incité aussi les Italiens à essayer de faire la même chose, tu vois. Ouais, avec 5 étoiles, tu veux dire. Grillo, et donc, tout ça pour dire que si j'avais eu l'idée d'aller dans ce groupe de travail sur la constituante en 2012, au sein des Indignés, c'est grâce à monsieur Étienne Chouard. Donc, merci encore à lui, parce que déjà à l'époque, il éveillait les consciences sur Internet. Voilà. On lui dira. Sans transition, on va peut-être parler de géopolitique, parce que j'aimerais pas trop manger sur son temps de parole à Étienne. Vas-y, t'as 30 secondes. Ok, 30 secondes. Alors, on va parler du Venezuela, on va parler de la Syrie, de l'Ukraine et de l'Afrique. Non, je plaisante en 30 secondes. Non, trêve de plaisanterie. On va parler dans un premier temps de l'Afrique, puisqu'il s'est passé pas mal de choses ces 10 derniers jours. Et donc, je propose, sans transition, qu'on lance le petit zapping. Alors, le petit zapping que tu m'as envoyé, il fait 46 secondes, c'est ça Non, ça, c'est la vidéo de Zuckerberg qui parle du fait qu'il a eu un coup de foudre pour Trump et qu'il refera plus qu'il a fait pour la première élection de Biden. Autant pour moi, tu as raison, c'est vrai, tu m'as envoyé deux fichiers, tout à fait. Tac. Ouais, il y en a 3 en fait. Le premier, donc, c'est le zapping sur l'Afrique. Le deuxième, c'est une petite vidéo sur un journaliste français qui s'est fait arrêter à l'étranger et molester et dont personne n'a parlé. Ok. Petite devinette, d'ailleurs, c'est une armée étrangère d'un pays soi-disant allié qui a molesté ce journaliste français. Israël. Ah oui, mais sur quel territoire ont-ils fait cela ? En Israël ou ailleurs ? À mon avis, c'est ailleurs. C'est sûr que c'est ailleurs. Bien vu. Et c'est pas au Liban, c'est pas en Israël, c'est en Syrie. En Syrie, qu'un journaliste c'est en Israël, c'est pareil. Marianne, un pigiste pour Marianne, bravo Marco en tout cas, qui a été arrêté pendant 4 heures. Il s'est fait voler sa carte SIM, son fixeur s'est fait voler $200. Il est arrêté pendant 4 heures et molesté, c'est-à-dire tabassé, quoi, clairement. Voilà. Et la France, évidemment, vous imaginez bien qu'elle n'a pas protesté, quoi. Aucune réaction. J'ai retrouvé ton fichier, je le lance. Commentaire de. Inviteriez-vous la Bajon ? Ah bah évidemment, si j'avais son contact, elle est la bienvenue. J'ai vu le commentaire juste avant. Grand Tom Chouard, la première fois que j'ai vu sur Thinkerview, je suis tombé de ma chaise. Moi, c'était à Ce Soir ou Jamais face à Attali. Ils lui ont calé un Attali pour le dézinguer. Il a tenu bon. Mais voilà. Avec les curseurs, quand tu fais lire quelqu'un, il dit plus tu montes les curseurs et plus il est haut dans les sondages, quoi. Exactement. Le temps de Mais parole. ça répond aussi à ce que vous disiez chez GPTV hier soir. C'est vrai que Étienne Chouard chez TDI, il avait balancé ce qu'il fallait, quoi, au bon moment. Michel Collomb aussi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, on passe tout de suite à la vidéo sur l'Afrique, c'est ça ? Allez hop, zapping géopolitique et on revient en plateau. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.
C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Le chef de la diplomatie tchadienne parle d'une attitude, je cite, méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Quant au Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, il écrit sur le réseau social X que la France, je cite, n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté sur fond de retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Et Ousmane Sonko de rappeler, je cite toujours, que si les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Réplique cinglante du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, rapporte le journal. Oui, pour lui, c'est la France qui est à l'origine de la déstabilisation de certains pays africains. Ousmane Sonko cite la Libye. Paris était au premier plan dans la chute du régime de Kadhafi qui a conduit à la propagation des groupes djihadistes et de l'insécurité au Sahel. Le site panafricaniste afrique.com ne ménage pas non plus ses critiques envers le président français avec ce titre: Papa Macron sermonne une Afrique qui dit non. Oui, afrique.com estime que le président français a adopté hier un ton paternaliste, malvenu, et a fait preuve d'une mauvaise foi qui a atteint son paroxysme lorsqu'il a affirmé que la France était partie à cause des coups d'État. Cette déclaration, estime Afrique.com, occulte délibérément les échecs de la politique française dans la région, l'inefficacité de la lutte antiterroriste et surtout la volonté populaire de voir partir les troupes françaises. En qualifiant de panafricanisme de bonne loi les revendications légitimes d'indépendance, Macron révèle son mépris pour les aspirations africaines à une véritable souveraineté. Voilà. C'est assez hallucinant les propos de Macron. Ça envoie du lourd. On dirait qu'il le fait exprès en fait. Il veut se faire dégager de partout, quoi, on dirait. Eh ben. Non mais c'est vrai que c'est quand même du jamais vu, ça, le retrait des troupes françaises, ça amorce quelque chose d'un rebattement de cartes géopolitique. Ouais, complètement, ça s'est fait en plus en un laps de temps record, c'est en l'espace de moins de 2 ans, 1 an et demi, entre les coups d'État dans plusieurs pays des ex-colonies françaises, et donc ces annonces de retrait qui n'ont pas lieu, contrairement à ce qu'a dit la France. Ces retraits demandés par les pays africains n'ont pas lieu uniquement dans des pays où il y a eu des coups d'État. Le Sénégal, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est une élection légitime. En fait, il y a un vent de changement en Afrique que la France, je parle de l'intelligence, les politiques français, les médias français n'ont pas vu venir, et surtout les politiques français. Oui, parce qu'il faut rappeler que ça concerne à la fois les bases militaires, mais ça concerne aussi, puisque Téchouar est là, ça concerne la création monétaire, puisqu'il est question du franc CFA aussi. Ouais, c'est vraiment donc en finir avec les lambeaux de la France-Afrique qui restent. Il faut rappeler au Sénégal que le prédécesseur d'Ousmane Sonko était quelqu'un qui avait des intérêts directement avec la France, qui était reconnu, et Ousmane Sonko est quelqu'un qui était un ancien haut fonctionnaire, je crois, sénégalais, qui justement avait vu énormément de corruption et a voulu se rebeller. Il s'est rebellé effectivement démocratiquement en jouant le jeu, comme le dit Raphaël. Voilà, parce que Ousmane Sonko est très peu connu, mais c'est vraiment une figure très intéressante à voir de lutte contre la corruption dans un pays aussi corrompu que le Sénégal. Et en fait, là, tu vas peut-être en parler après, mais tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, où il y a des atrocités d'ingérence en France, avec les liens avec le Rwanda qui remontent aux années 90, où la France attaque aujourd'hui Charles Nana, le politologue français franco-rwandais. C'est incroyable. Et pour les gens qui ont raté, allez voir Robert Bourgi, qui dans ce livre-là parle bien de... je sais pas si on Ils le voit savent bien, que je sais tout. Voilà, de Robert Bourgi, qui était celui qui portait les mallettes de Jacques Chirac, qui faisait venir les mallettes de billets à l'Élysée. Et Robert Bourgi dit oui, on a entretenu une mainmise de la France sur l'Afrique. Puisque tu parles, tu as cité Charles Nana, que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois. C'est vraiment un très grand écrivain, historien, journaliste franco-camerounais, si je ne me trompe pas, et qui a travaillé sur plusieurs dossiers. Il a travaillé sur la Côte d'Ivoire. On a vu donc Ouattara là s'exprimer, mais il faut savoir que c'était Sarkozy qui avait chassé Laurent Gbagbo pour mettre au pouvoir Ouattara déjà à l'époque, plus ou moins sous injonction américaine. Et donc cette perte d'influence de la France, elle se fait avec un regard bizarrement assez bienveillant des États-Unis, ou en tout cas au départ. C'est assez étrange. Et pour parler plus spécifiquement de Charles Nana, il a travaillé beaucoup sur le Rwanda et sur la RDC, parce que c'est deux pays qui se touchent. La RDC, c'est la
République démocratique du Congo. Donc on parle de Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Là, c'est le Congo-Kinshasa. Et c'est vrai que le Congo, la RDC a été déstabilisée, bien sûr parce qu'elle regorge de cobalt et de plein de minerais qui intéressent les multinationales du monde entier, mais également parce qu'elle touche un petit pays qui s'appelle le Rwanda, dans lequel un dictateur a pris le pouvoir il y a un peu plus de 20 ans, qui s'appelle Paul Kagame. Et il a pris le pouvoir d'une sale manière. Il venait du Burundi. Et il a été aidé par les anglo-saxons. En fait, le génocide qu'on attribue à la France, ou la France complice, les choses sont beaucoup plus complexes au Rwanda. C'est ce que montre Charles Nana dans ses très nombreux ouvrages consacrés au sujet. Et c'est pour ça qu'il a été accusé par le pouvoir de Kagame, qu'il a eu ce procès en France. C'est parce qu'il dénonce des choses qu'aucun autre média, très peu, il y a eu Péan, le journaliste Péan qui en avait parlé. Mais à part ces deux-là, alors c'est pour ça que je voudrais faire aussi une émission avec vous, Nexus, puisque Charles Nana a l'interdiction de parler de son procès. J'aimerais beaucoup inviter avec vous Olivier Moukouna, le journaliste franco-belge, belge d'origine congolaise, qui bosse avec Michel Collomb d'Investigation, qui est un très bon journaliste, qui connaît très bien le sujet, et également Patrick Mbeko, qui est du Canada. Puisqu'on a reçu un Canadien, c'est un petit clin d'œil aussi à nos amis outre-Atlantique, à nos cousins. Patrick Mbeko qui a également écrit énormément sur le sujet, sur toute la crise qui touche le RDC et qui connaît vraiment bien la crise du Rwanda et du RDC. Avec plaisir. J'invite vraiment Nexus à inviter ces deux journalistes. Avec plaisir, on en reparlera et je pense que ça vaut le coup de faire ça. Avec grand plaisir. Voilà, mais est-ce que tu penses que tout ça a pu se faire rapidement? Bon, on va pas faire une grande analyse maintenant sur ce sujet-là, mais que la Russie en arrière-plan pourrait, dans le sillon de son influence, permettre aussi à ce que ce rebattement de cartes géopolitique puisse se faire. En gros, qu'on dégage la France, quoi, dans ces pays-là. Alors, la Russie comme la Chine ont une politique mondiale et en l'occurrence, ils ont tous les deux, c'est des puissances qui ont une politique africaine et qui ont les moyens de mener une politique africaine. C'est-à-dire que la Russie comme la Chine ont des accords avec de très très nombreux pays africains. Vous pouvez aller vérifier, et c'est le plus souvent des accords économiques. Okay. Maintenant, il est évident que suite à ce qui s'est passé un peu en Syrie, mais surtout en Ukraine, Poutine, il est clairement échaudé par rapport à la politique étrangère, on va dire occidentale, et il a subi ce qu'il lui considère comme une guerre globale, où les intérêts russes étaient menacés, y compris sur leur propre sol. Donc face à ça, il a réagi, et il a effectivement fait une contre-guerre, c'est-à-dire que déjà il businessait la Russie businessait en Afrique, voilà, en tant que grande puissance, mais alors vu qu'on a été lui chercher des noises en Ukraine et même on peut dire en Russie, puisque Kursk c'est en Russie quand même, et bien il a répliqué en disant on va aider à la fin de la France-Afrique. Clairement, c'est et en Syrie aussi, puisque avec la chute de Bachar, il avait une base militaire là-bas. Ah, deux bases militaires. Deux, ouais. Donc, si on considère que les sionistes ont une très très large influence, certains commencent à dire oui, mais ça se trouve la guerre en Ukraine c'était pour démobiliser les troupes russes de Syrie, pour que Netanyahou puisse faire ses petites affaires tranquillement en Syrie, en Liban et en Iran. Ce serait un billard à trois bandes. Exactement. C'est pas illogique, surtout quand on connaît le parrain financier de Zelensky, qui est un milliardaire ukrainien sioniste, c'est un mafieux. C'est pas idiot comme théorie. Pour en revenir à l'Afrique, le facteur majeur, c'est pas la Russie. Le facteur majeur, c'est la prise de conscience de la jeunesse africaine et on va dire d'une certaine classe moyenne africaine, qu'elle habite en Afrique ou qu'elle fasse partie de la diaspora au sens large, puisque même aux Antilles, on réfléchit à ces problématiques qui touchent l'Afrique. Et donc, y a le des gens comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, ont énormément fait pour conscientiser la jeunesse. Et aujourd'hui, les militaires qui ont pris le pouvoir font partie de cette jeunesse-là, qui ont été conscientisés depuis plus de 10 ans. Donc c'est un facteur beaucoup plus important. On accuse tout le temps la Russie, mais non. C'est les Africains qui veulent pouvoir avoir le choix de leurs partenaires. Alors certes, ils ont des fois des partenaires russes ou chinois. On dit ah mais ils se font avoir par les Russes et par les Chinois. On oublie de dire qu'ils ont aussi des partenaires brésiliens, ils ont aussi des partenaires indiens. Et puis ils peuvent avoir le choix. Ah ouais, on n'avait même pas le choix. Alors laissons-les se tromper. À un moment donné, laissons-les faire un petit peu comme nous si on fait notre première constitution écrite par et pour le peuple. Un petit clin d'œil à Étienne qui arrive tout à l'heure. Notre première constitution, elle ne sera pas parfaite, mais ça sera déjà un tel saut quantique par rapport à celle de la 5e République que déjà,
il y aura un certain nombre de problématiques. Peut-être qu'on aura identifié, en plus des 3 pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs, peut-être qu'on aura identifié le pouvoir médiatique et le pouvoir financier, et qu'on voudra les séparer des 3 premiers, et ainsi que les médias de la finance. Et si on fait ça, mais on prépare la voie à un avenir vraiment beaucoup plus prépare rapide. L'apéro. On prépare l'apéro déjà. Non, On prépare l'apéro. En fait, si tu veux, c'est que la jeunesse, parce que je pense qu'en France, ils ont sous-estimé la puissance de la jeunesse. C'est-à-dire que tu parlais de Kémy Séba, mais parce qu'ils ont des téléphones portables comme tout le monde, ils voient les choses comment elles se passent un peu ailleurs. C'est pour ça que il y a eu des renversements de partout, mais les gens en Afrique, ils veulent plus de la présence française. Il y a plein de documentaires qui montent. Tu connais le documentaire qui s'appelle Sahara, guerre de l'ombre. Dedans, il montre les raisons en fait, toutes les possessions que regorge le sous-sol. Et donc, tu comprends que la présence française, mais aussi des États-Unis, c'était pas pour le bien des Africains, c'était uniquement pour les ressources. À un moment, ils en ont marre, la population. Est-ce que tu as vu faut aller voir les interviews par exemple, de Kémy Séba, mais ça se trouve, il y en a d'autres, mais quelqu'un comme Kémy Séba, quand il va sur des JT qui sont aussi subventionnés par des milliardaires en Afrique, donc des médias de Centrafrique, de plusieurs pays. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu vois les questions, donc lui, il ramène des faits, il montre les politiques, les impacts du mondialisme. Et les journalistes en face, on lui met des chroniqueurs, donc payés à la BFM TV, et qui vont lui dire, mais là, vous vous rendez bien compte que c'est... Ils ont rien à dire. Ils disent, vous vous rendez bien compte que c'est controversé ce que vous dites là. Ils font comme nous ici, quoi. Je m'en fous que ce soit controversé, c'est des faits. C'est génial. C'est des faits, mon frère. Ah, c'est génial. Ils ont rien à dire. Peu importe où ce que ce soit en France ou en Afrique, quand c'est les médias mainstream, ils vont balancer le récit officiel. Oui, c'est ça. Est-ce que... Je t'ai envoyé 2 vidéos aussi. Ça veut dire, est-ce qu'on passe alors, j'ai vu un zapping géopolitique, journaliste français. Alors là, ça, on va zapper, j'en ai parlé déjà. C'est le journaliste français, donc un pigiste pour Marianne, qui a été arrêté en Syrie. Bon, j'en ai parlé, on va pas forcément montrer l'extrait de Sud Radio. C'est pas très important. Enfin, c'est important d'en parler, mais je l'ai déjà fait et on n'a pas beaucoup de temps. Donc je propose de regarder peut-être la 3e vidéo, celle de Zuckerberg, qui déclare sa flamme à Trump. Donc ça, c'était déjà il y a en septembre, fin août, début septembre, au moment où il y avait eu l'aveu par rapport au FBI et au Covid. Là, c'est pas le FBI, et c'est les élections. I've done some stuff personally in the past. I'm not planning on doing that this time, and that includes, not endorsing either of the candidates. Now, look, I mean, there's obviously a lot of crazy stuff going on in the world. I mean, the historic events over the weekend, and I mean, on a personal note, it's, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But look, I mean, it's and I think, look, it's, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. And I think that's why a lot of people like the guy. Voilà, donc Zuckerberg, le combattant. C'est court. Les sous-titres ne sont pas très bien faits en français, mais on comprend ce qu'il dit. Et c'est surtout au début, il dit je ne le referai pas. Et d'avoir endossé un candidat. C'est quand même très fort comme aveu, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, il en a retourné des vestes, lui, parce qu'il a fait son communiqué pour dire que l'administration Biden lui avait intimé l'ordre à l'époque de censurer certains contenus pendant le Covid. Là, il annonce qu'il va supprimer ses cellules de fact-checking et de censure au sein de Meta, sauf que ce sera qu'aux États-Unis, je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure. Ça ne sera pas appliqué pour l'instant en France. Pour un guerrier de MMA, il n'est pas très costaud. Ça n'empêche pas les fact-checkers en France de flipper. Bien sûr. De flipper, c'est assez marrant. Ah d'ailleurs, si on peut profiter de cette occasion, parce que tu m'as partagé le petit passage de Julien Pin que tu as retrouvé, je te remercie. Voilà. Justement, les fameux... Je te l'ai envoyé par mail, c'est marrant, je te l'ai envoyé aussi par mail. C'était quelle date ce truc? Ça date de... Ça a été tellement repartagé. Ils vont courir comme des poulets sans tête. Alors, ça date du 23 avril 2022. Voilà, extrait de la vidéo de la conférence Que croire, qui croire, à laquelle le journaliste de France Info Julien Pin a participé à Toulouse. Et c'est vrai que c'est vraiment, je pense que ça vaut gold, ça. Vraiment son ça, c'est collector. Hein. Alors attends, hop, comment on fait? Allez, c'est vrai que bon, hop, voilà, c'est parti.
Mais je pense que je l'ai pas sur bien... la mise en avant de l'homme. Voilà. Mais je l'ai pas bien fait, par exemple. Ça, je pense que moi, quand la pandémie est arrivée, à titre personnel, je regrette la façon dont je l'ai traité parce que j'ai attendu des scientifiques des réponses certaines alors qu'ils en avaient pas. Et je pense que j'ai poussé à ça. Et ça, je le regrette. Et je pense que c'était une façon aussi honnêtement de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement nous disait, les gens sont pas capables d'accepter cette incertitude parce qu'ils vont paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. Donc on va leur dire, même si on n'est pas sûr, on est obligé de leur dire des choses pour les rassurer. Et l'impression que les Français doivent absolument être rassurés avec des choses certaines et qui sont trop bêtes pour comprendre qu'on sait pas tout, je pense que c'est ça qu'il faut pas reproduire comme erreur, parce que le boomerang il a été terrible, parce que tout le monde a bien vu qu'il avait été traité comme ça. Et si on le refait, là, ils sont préparés. Et je pense que ça accélère ce mépris qu'on peut commencer à sentir contre les journalistes, contre ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a cette idée qu'ils nous ont pris pour des truffes. Voilà. Voilà, bah vous êtes des truffes et des poulets sans tête pour Julien Pain. Enregistrez cette séquence si elle disparaît d'internet. C'est pas faux. Et ça me dégoûte parce que là, il fait une conférence où il essaie de parler en plus d'une certaine rigueur. Tu vois, si on va au-delà de son discours, il essaie de faire comme s'il avait une rigueur de travail, etc. Non, moi je l'ai vu sur le terrain en vrai et je suis allé le voir. On en avait parlé au moment où Péronne allait au tribunal. Ouais. Et lui il arrive. T'étais là aussi ce jour-là? T'étais là à 8h au moment où on est tous là. Oui, au métro. Quand on a été chercher au métro. C'est quand donc c'est Péronne qui est convoqué au Conseil régional de l'ordre des médecins, ça doit être septembre 2022, quelques mois après ça, voilà. Où Péronne est sorti blanchi d'ailleurs. Et à 8h du matin, moi j'ai un prendre ma caméra, je me dis on va être 10 pecnos, la rue elle était remplie, hein. On pouvait pas bouger, incroyable dans Paris. On était tous là. On était serrés, mais on pouvait même pas sortir du métro et tout. Donc alors j'arrive, on l'accompagne, nanana. Julien Pain, il arrive 2 heures après à 10h du mat. On n'est plus que quelques. Il pleuvait en plus ce jour-là. Et on n'était plus que quelques vraiment résistants dans le sens, tous les sens du terme, à attendre la sortie qui était vers midi. Julien Pain, il arrive là. Les gens, ils commencent à être. C'était scindé en deux. Il y a ceux qui étaient un peu restés devant et ceux qui étaient partis sur la place. C'est pour ça qu'il y avait moins de gens. Ah, c'est intéressant, ça, je me souvenais plus. Donc, et lui, il est venu avec son GRI, enfin, il est venu avec une caméra ou il était avec son GRI, exactement. Ouais. Et donc, c'est un journal reporter d'image, et donc le caméraman, quoi, en fait. Et il arrive, et donc, je vois que donc, tu commences à avoir Léo Nicolian, on en avait parlé sur cette émission, Léo Nicolian, et il y en a d'autres qui commencent à faire un peu de bruit et tout ça. Moi, je me dis, tiens, je vais voir Julien Pain, je lui dis, va parler à Gérard Guillaume, proche de Luc Montagnier, médecin très qualifié, etc. Va lui parler là-bas. Lui, je lui dis gentiment, je lui dis, Monsieur Pain, si vous voulez quelqu'un de pertinent pour ce reportage, allez là, j'y mets les formes, tu vois. Allez l'interviewer si vous voulez une bonne personne. Que nenni, il est jamais allé le voir, il est allé voir Nicolian et tous les gens qui faisaient du bruit, qui se sont pris la tête, qui ont fait n'importe quoi. Il voulait aller voir ceux qui un peu étaient dans un énervement, une colère, une émotion à l'image pouvait nuire un peu aux propos, au lieu d'aller voir un platiste. Si vous pouvez trouver un platiste, ça aurait été bien. Mais tu sais que moi je l'ai raté ce jour-là parce qu'en fait, moi j'étais de l'autre côté. Il est d'abord passé par là-bas. Et puis moi après j'étais parti m'acheter un sandwich, tu vois, parce qu'il devait être vers les midi. Quand je suis revenu, on m'a dit il y a Julien Pain qui est passé. J'ai dit merde, je l'ai raté parce que j'aurais prévenu les gens. Ah, il n'est pas resté longtemps, ça je te le confirme. Hein. Ah, il est vraiment venu. Et vous avez vu la chronique qu'il a faite après à partir de ça sur Non, je l'ai jamais retrouvé cette. Ça devait être un truc. Pourtant je l'avais cherché à l'époque, mais je l'ai pas trouvé. Bon, ça m'étonnerait pas que ce soit malhonnête. Mais si on revient sur les propos qu'il a dit dans l'extrait, c'est quand même ouf parce qu'il dit si on le refait, ça marchera pas. Les gens sont préparés. Il dit pas il faut pas le refaire parce que ce qu'on a fait c'est pas bien. Enfin, bien vu. Mais il dit bien vu, Raph. Ça marchera pas en tout cas. Si on le refait, non. L'arnaque, ça y est, elle a été comprise. Non, mais on dirait vraiment un vendeur de voitures, quoi. Vous avez raison de dire ça. Il s'excuse pas des manipulations. Il dit merde, on a mal manipulé. Mais c'est pour ça, moi je propose que Julien Pain soit en fait suspendu, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de salaire, sans chômage, sans salaire. Voilà, qu'il puisse plus exercer le métier de journaliste. Comme dit Vaud'Armor, tu rends l'argent du fonds Marianne avec son copain Rudy. C'est vrai qu'ils ont pris l'argent des Français aussi. Estelle a retrouvé la séquence, c'est dommage. Envoie-le-moi par mail. Il faudrait qu'on l'envoie. Tu peux l'envoyer par mail à Marco, comme ça on pourra voir. Voilà. Ah oui, je crois reconnaître, donc c'est ça. J'aurais dû filmer Julien Pain en fait, moi sur place. Mais pourquoi Mais il t'a répondu Enfin, je veux dire, quand tu lui as proposé. Il m'a pas répondu. Il m'a même pas parlé. Il m'a fait un signe de tête. Il m'a vu. Il t'a dit bonjour quand même. Non. Moi, je l'ai raté. T'as eu de la chance ce jour-là, Julien Pain, parce que. Dans mes souvenirs, il ouvre la bouche en prononçant un mot. Je lui dis tout de suite, moi, je suis très gentil.
Mais il doit se dire en plus... Mais je l'ai dit aux gens en plus, moi j'avais dit faites gaffe si jamais vous le voyez, lui parlez pas, tu vois, quand j'étais sur la place. Si au contraire, il faut parler à ces gens-là, parce qu'il faut les mettre face à leur propre Mais il y avait des gens géniaux ce jour-là qui parlaient. Oui, mais on sait que truc, en fait... Il faut leur parler, il faut pas leur parler. En tout cas, dans les deux cas, ces gens-là sont un problème. Non mais en tout cas, tu vois, je lui ai même pas parlé, c'est-à-dire que même moi je fais de la communication, je lui dis, je l'oriente vers les gens intéressants. Il y avait Tristan Edelman là, il y avait Farid qui était là, il y avait Gérard Guillaume qui était là. Il y avait des gens passionnants qui étaient sur place. Excuse-moi. Mais c'était en quelle année? C'était bien ça? Ouais, septembre 2022, c'est ça, 14 septembre 2022, exactement. Boum. Alors, il y a Alliance Populaire qui disait alors pourquoi Julien Pain vous n'osez pas taper sur Rudy Reichstadt. Alliance Populaire, t'as pas été voir toutes les vidéos de Dr Al-Ouest. Parce que comment dire Rudy Reichstadt, tu prends pour Ah oui, je te conseille ma vidéo Men in Blague, tu vas voir ce que je parle. Rudy Reichstadt, il en prend pour son grade. La légende dit que Rudy Reichstadt est allé prendre un mois dans les Pyrénées pour décompresser après. Ouais. J'ai retrouvé, du coup j'ai chargé la séquence que tu m'as partagée. Yes. Voilà, donc Léonie Coyan c'était bien là. Qui parfois s'énerve, c'est vrai, mais qui est un très très bon journaliste de terrain aussi, qui a bossé à France Télévisions, qu'on a reçu, qu'on a déjà interviewé, qui a fait le job aussi dans les années 80-90. C'est sûr que si on veut montrer quelqu'un de calme, c'est pas forcément tout le temps la bonne personne. Léo. Mais franchement, là, respect à lui. Je sais plus ce qui s'était passé à ce moment-là. Bien sûr, mais là, je sais même ils étaient pas. partis dans à plusieurs dans un truc, et forcément c'est ça qui les. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent filmer des gens qui s'énervent pour montrer. Vous voyez, c'est des gens farfelus. Forcément, c'est toujours ça. J'étais l'invité, et je vais vous montrer mon passeport du Kremlin. J'ai été reçu par M. Poutine. J'ai fait la plus grande émission. Vous avez été reçu par M. Poutine? Oui, monsieur. Vous personnellement? Oui, monsieur. Dans son bureau? Oui, monsieur. Et par M. Lavrov. Et je peux le prouver. Et j'ai fait la plus grande émission. Vous avez une photo de vous avec Vladimir Poutine? J'ai fait la plus grande émission de télévision russe où j'en ai mis plein la gueule à Macron parce que je ne suis pas d'accord avec sa politique. Mais d'accord, vous avez un passeport, vous avez un visa russe, mais ça ne veut pas dire que vous avez rencontré. La vidéo. Mais tout le monde là à France Télévisions, tout le monde là à de votre rencontre avec Vladimir Poutine. Tout le monde a ces vidéos et on m'a clairement dit on ne parle pas, on n'évoque pas, on a des Alors ordres de l'Élysée. attendez. Déjà, attendez, en plus, c'était même pas le sujet de l'événement du jour. Rien à voir. On parle même pas de Perron. Monsieur, non, je suis avec personne. Monsieur. Calmez-vous. On se calme. C'était à peu près ça. Non, on se calme. Bon, c'était bonne ambiance. On se calme. Il est content, il a eu ce qu'il voulait. Voilà, il a eu ce qu'il voulait. Bon. Exactement. Ok, j'avais pas vu la séquence. Bon, c'est. Tu vois, mais moi je l'ai vu aussi. Ça aurait dû finir en tarte à la crème. Moi, j'aurais bien aimé qu'à ce moment-là, tout le monde sorte des tartes à la crème et puis. Tu vois, Léo, c'est un solitaire, c'est un journaliste, il faut qu'il soit sur le terrain tout seul. Sinon, il s'énerve assez vite. Voilà ce qui se passe. Mais voilà, je le salue, c'est vrai qu'il a subi beaucoup de choses. J'ai envie de dire, mais c'est pas le problème. Excuse-moi, c'est pas le problème. À la limite, je condamne pas qu'il soit allé voir telle ou telle personne. Mais par contre, je condamne qu'il soit pas allé voir les personnes formidables. Enfin, désolé, tu vois, des gens qui sont mieux que nous, etc. Va voir Gérard Guillaume, tu vois ce que je veux dire. Il est plus légitime que personne d'autre à parler à ce moment-là. Je vais juste préciser que Julien Pain avait fait quand même une interview d'anthologie face à un porte-parole de l'armée israélienne où pour une fois il pose des questions. Pour une fois, il posait les questions qui dérangent un peu et il se fait renvoyer par le porte-parole de l'armée israélienne qui lui dit dites donc, ça sent un peu les heures les plus sombres de l'histoire. Et je caricature même pas. Et l'autre, ils sont tout petits. Mince, il a invoqué les heures les plus sombres de l'histoire. Il a osé. J'étais trop loin là. Il a osé, j'avoue. Il a franchi la ligne jaune. Ouais, c'était Olivier Rafovitch. Oui, exactement. Voilà. Qui est en lien avec des membres de la télévision française. Sa femme, en fait, elle bosse dans des boîtes de prod qui produisent des émissions françaises, etc. C'est pour ça que le mec, il a accès au plateau télé en France assez privilégié. Je ne voudrais pas prendre trop de temps parce que je vois. On va enchaîner avec Étienne Chouard qui va nous rejoindre juste après. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine. Merci, Raph. À bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, bye bye.